Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. La Voix du barreau. Vos droits à la portée de tous avec des avocats, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous en ce lundi 6 janvier. Quel bonheur de vous retrouver dans le grand bain de la vie locale, toujours en direct pour cette nouvelle année 2025 que l'on vous souhaite à toutes et à tous la meilleure possible, la plus belle, avec une santé à toute épreuve, beaucoup de bonheur et puis beaucoup d'émissions sur Radio Grand Lac. Ma complice et amie Sandra et puis bien sûr tous les animateurs de Radio Grand Lac, cette grande famille, s'associe à moi pour vous présenter nos vœux les plus chaleureux. Ça y est, nous sommes partis dans le grand bain de la vie locale avec nos 35 émissions tout en direct, ce qui fait notre singularité, si j'ose dire, en France. Et puis, dans quelques temps, dans quelques jours, dans quelques semaines, on attend les dernières autorisations. Vous nous retrouverez sur le DAB+, donc sur un territoire beaucoup plus élargi. On vous dira tout ça prochainement. En tout cas, j'ai beaucoup de bonheur, j'ai beaucoup d'émotions aussi en tant qu'ancien étudiant en droit à la faculté de droit de Chambéry d'abord, puis à Grenoble ensuite, d'accueillir autour de la table des sommités du monde juridique de notre département et bien au-delà. Pour cette première émission, La Voix du barreau, une émission que nous avons la chance d'organiser avec l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry. Nous aurons le bâtonnier Daniel Cataldi dans quelques secondes avec nous. Un bâtonnier, deux anciens bâtonniers dont les noms sont très connu, maître Max Joly, maître François Cochet, un Aixois, un Beaujus, donc des gens de notre territoire, des sommités qui connaissent notre département, qui connaissent le droit, l'évolution du droit, et puis un jeune avocat, maître Del Vecchio, qui s'est lancé dans cette belle profession. Et puis, à mes côtés, je suis vraiment heureux qu'il soit avec moi aujourd'hui, celui que vous entendez dans le grand bain de l'écho depuis quelques mois, maître Benjamin Bérou, qui fait partie également de l'Ordre des avocats du barreau de Chambéry. Et c'est peut-être à lui que je vais donner la parole en premier, avant de la donner à Daniel Cataldi. Mon cher Benjamin, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors, je me permets de profiter de cette première prise de micro de l'année pour souhaiter à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Grand Lac une excellente, une joyeuse année 2025, où on va faire des poncifs, mais quand même rappeler que la santé, le bonheur et la prospérité restent nos maîtres mots. Très heureux de débuter avec une nouvelle émission, une émission inaugurale. Et alors, je suis évidemment d'autant plus content et fier de participer à cette émission inaugurale que je suis doublement, entre guillemets, à la maison, puisque j'ai le bonheur de faire partie de la famille, de la grande famille de Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale, depuis le mois de septembre, avec cette émission qui est le grand bain de l'écho. Et puis, on a eu la chance, le bonheur, le privilège de se rapprocher avec notre bâtonnier Daniel Cataldi. Alors, le bâtonnier, pour ceux qui n'ont pas forcément une connaissance de notre organisation, c'est notre chef. Plus exactement, c'est notre premier représentant. Voilà, le porte-parole. Absolument. C'est pas celui qui donne les coups de bâton. Non, mais par contre, il va nous rappeler peut-être en quelques secondes quelle est l'origine de ce mot, le bâton, puisque le terme bâtonnier provient effectivement du mot bâton. Et puis, le bâtonnier, c'est un avocat qui est élu et qui a un mandat, théoriquement, qui est de 2 ans, et qui préside le Conseil de l'Ordre, qui est composé de confrères élus également, pour une durée cette fois-ci de 3 ans. Et le bâtonnier pour cette année 2025, pour la 2e année consécutive, donc c'est Daniel Cataldi, à qui je suis très heureux de passer le micro pour vous présenter ce qui est sa construction, notre construction, c'est-à-dire cette émission inaugurale. C'est le partenariat que nous avons engagé avec Radio Grand Lac, c'est La Voix du barreau, qui va donner une fois par mois la parole à des confrères sur des sujets d'actualité qu'on aura l'occasion d'évoquer. L'objectif, c'est
d'évoquer, d'envisager les missions essentielles des membres de notre profession, les missions de service public qu'elle remplit, et puis aussi de présenter, on va dire, la diversité de nos connaissances sur des thèmes vraiment tirés de la vie quotidienne. Tout à pour fait, la voilà. plupart. Les problèmes de droit qui peuvent intéresser nos familles, nos entrepreneurs, nos commerçants, nos associations. Merci Benjamin qui parle toujours aussi bien. Merci Jean-Pierre, et je passe donc la parole au bâtonnier Daniel Cataldi. Alors, cher bâtonnier, cher Daniel Cataldi, merci de la part de Radio Grand Lac pour la mise en place de ce partenariat. On va faire donc une émission chaque premier lundi du mois à 13h pour parler de ces problèmes de droit. Peut-être nous présenter un peu le barreau de Chambéry et puis nous présenter les avocats, les maîtres qui sont autour de cette table et qui nous font l'honneur d'être dans notre studio en direct aujourd'hui, cher Daniel. Oui, merci de cette possibilité pour nous de venir présenter une profession qui occupe dans la cité chambérienne et en périphérie, bien évidemment, un rôle très important. C'est l'occasion pour nous de venir à proximité de vos auditeurs, évoquer le rôle quotidien qui est celui de l'avocat en 2025. Véritablement, notre préoccupation à travers la possibilité que Radio Grand Lac nous propose, c'est faire en sorte non seulement de mieux connaître l'avocat, oui, tout à fait, de le rendre peut-être plus facile d'accès à travers une émission qui peut avoir une dimension ludique, d'accès au droit, et surtout de faire en sorte d'occuper de manière interactive des préoccupations qui sont celles de vos auditeurs, de nos familles, dans la vie quotidienne. Oui, je dis souvent que le droit est une matière vivante, qui ne cesse d'évoluer à une vitesse extraordinaire en fonction le droit positif. Des préoccupations politiques, et nous sommes en permanence amenés à nous adapter pour répondre au mieux à toute forme de préoccupation, qu'elle soit dans le domaine des libertés publiques ou de manière basique pour les préoccupations du consommateur, par exemple. Bien sûr, tout à fait. Le droit de la consommation qui est d'ailleurs né pour beaucoup à l'université de Savoie grâce au doyen Pézan. Je me souviens qu'il a beaucoup travaillé sur le droit de la consommation. Alors, présentez-nous, cher Daniel, nos invités qui vont nous parler aujourd'hui dans cette émission que l'on peut qualifier d'émission zéro un petit peu, de cette profession d'avocat. Quels sont les défis de la profession d'avocat? Quelles sont les contraintes? Quelles sont les évolutions de la profession d'avocat? Et je pense qu'il y a plein de choses à dire. Puis il y a surtout les expériences de Maître Cochet, de Maître Joly, et puis l'arrivée, un petit nouveau, j'allais dire, mais peut-être que le terme n'est pas très bon, de Maître Delvecchio. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné donc du bâtonnier François Cochet, du bâtonnier Max Joly, et puis de mon collègue Delvecchio. J'ai souhaité qu'un jeune avocat, entre guillemets, puisque Alexandre Delvecchio a quand même une expérience depuis quelques années qui lui permet aujourd'hui d'évoquer Parlez bien dans le micro, son activité professionnelle. J'ai souhaité qu'un jeune avocat soit présent pour précisément évoquer le rôle qu'occupe l'avocat lorsqu'il est de permanence, que ce soit dans le cadre des gardes à vue, des hospitalisations d'office, puisque aujourd'hui l'avocat est présent dans les centres hospitaliers psychiatriques pour assurer la défense quotidienne des personnes qui malheureusement doivent subir une hospitalisation sous contrainte, et puis faire en sorte que l'avocat qui intervient dans le cadre des comparutions immédiates, il y a de plus en plus de comparutions immédiates avec des flagrants délits, et cette occupation du terrain mérite en tout cas d'être mise en exergue. Alors, je suis accompagné par François Cochet, qui a eu une grande expérience dans le domaine économique, qui fut pour nous réellement un vecteur très important pour le barreau de Chambéry, qui est aujourd'hui 280 avocats. 280 avocats sur donc le barreau de Chambéry, c'est le département. Voilà. Non, parce que sachant qu'il y a Albertville. Nous sommes presque 1 millier d'avocats aujourd'hui sur les deux départements. Sur les deux départements. Avec une unité extrêmement forte. Vous voyez, quand je parle de presque 1 millier d'avocats
sur le département 74 et 73, je suis sûr que certains d'entre eux, du côté du 74, nous écoutent aujourd'hui, c'est véritablement de souligner cette unité qui règne au niveau d'une cour d'appel comme celle de Chambéry. Voilà, parce que quand on parle d'un barreau, en fait, c'est auprès d'une cour d'appel. Alors peut-être en quelques termes, qu'est-ce qu'une cour d'appel par rapport au tribunal de première instance, en quelques mots, hein. La cour d'appel de Chambéry a une compétence territoriale très importante puisqu'elle est amenée à évoquer des recours contre des jugements qui sont rendus soit à Albertville, soit à Bonneville, soit à Thonon, soit à Annecy, soit à Chambéry. Vous voyez un peu la dimension géographique que cela représente. Tout à fait. Donc les magistrats de notre cour ont un champ d'activité énorme. On va quand même souligner cet aspect. Les recours aboutissent dans notre ville, dans notre capitale de la Savoie, avec cette préoccupation quotidienne qui est celle du temps, du délai. Oui. D'examen des procédures sur lesquelles on pourra revenir. Justice est longue, est trop longue, parce les procédures sont longues. Nous sommes tous des hommes pressés, les avocats. Et malheureusement, il nous faut patienter et attendre l'aboutissement de ces recours parce que aujourd'hui, la justice souffre d'une insuffisance de moyens. Oui. Les avocats font en sorte de soutenir les recours, de défendre les justiciables devant ces juridictions, donc de Savoie et de Haute-Savoie, et malheureusement, par l'effet des insuffisances des moyens actuellement en place, que ce soit en hommes ou en moyens matériels, eh bien, les délais sont très importants. Oui, tout à fait. Ça me donne l'occasion de vous exprimer un petit peu, de manière grimaçante, cet aspect d'un déni de justice qui est préoccupant. Est-ce qu'il y a aussi le fait qu'il y a de plus en plus d'affaires, qu'il y a de plus en plus d'actions en justice, de recours, de procédures, et que donc ça allonge... Le droit s'est complexifié. Oui. Malheureusement, c'est l'orientation actuelle. Et peut-être que Monsieur le bâtonnier Joly évoquera en tout cas l'aspect de cette évolution. On a pénalisé bon nombre de comportements dans notre société. Avant la place du droit civil du doyen Carbonnier, qui justement soulignait cet aspect. Tant que le droit civil domine, tout va bien. Aujourd'hui, malheureusement, tous les comportements sont pénalisés, susceptibles de l'être. Ouais. Ce qui est quand même une tendance préoccupante. Oui, tout à fait. Alors, vous nous avez parlé de Maître Cochet, mais il y en a encore deux autres à nous présenter. Benjamin Béraud est à côté de nous. Ah il y a Benjamin Béraud. Il pourra lui aussi nous donner son point de vue. Bien sûr. Maître Joly, alors dites-nous un petit mot sur Maître Joly avant qu'il ne prenne la parole. Ce nom qui est très connu en Savoie. Absolument, il a occupé le terrain de façon flamboyante. Il maniait le verbe, vous voyez, comme on peut manier l'épée. En tout cas, c'est un petit peu la manière dont je l'ai vu vivre, écouter aussi un vrai maître. Oui, dans nos salles d'audience, la voix de Max Joly avait cet attrait tout à fait particulier de ces longues années qui ont été traversées. Et il est encore à nos côtés, vous voyez, cette profession qui nous habite. C'est une véritable passion. Alors, je tiens à souligner cet aspect. Oui, tout à fait. Je pense que avocat, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une profession, c'est une vocation. Je crois qu'on cohabite avec un idéal. Maître Delvecchio n'a pas l'air d'accord. On lui demandera après pourquoi. Si vous le voulez bien, on va laisser la parole à nos deux sommités, Maître Joly et Maître Cochet. Cher maître, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Peut-être on va commencer par Maître Joly, c'est tout simplement parce qu'il est en face de moi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette profession d'avocat, sur l'évolution du droit depuis vos débuts dans la profession il y a de cela quelques semaines? Oui, il y a quelques semaines, vous avez raison de le souligner, et il est peut-être légitime que je m'exprime le premier parce que je suis le plus ancien. Presque. Le doyen. Un doyen qui est... Le plus expérimenté, on va dire. Qui a cessé son activité l'an dernier, en 2024, et qu'il a commencé en 1965, c'est-à-dire près de 59 ans. J'ai consacré effectivement l'essentiel de mon activité au droit pénal, c'est-à-dire à la défense. Ce qui m'a amené à intervenir à peu près dans toute la France. Oui. Le plus loin, c'est en Guyane. En Guyane, mais c'est vous dire, c'est la France quand même. Voilà, c'est la France tout de même. Bien sûr que les choses ont évolué. J'en ai été le témoin. J'ai pas... Allez-y. Je n'ai Maître pas... Béraud en train de régler le micro. Merci. Voilà.
je n'ai pas en tiré de gloire particulière. J'ai été le témoin d'une évolution. Oui. Et je note d'ailleurs que lorsque j'ai prêté serment en 1965, on n'aurait pas conçu la possibilité d'entendre des avocats dans une réunion comme celle-ci. Oui, tout à fait. Ça n'était pas possible. On aurait pensé qu'il s'agissait là d'une manifestation de publicité qui était strictement interdite et c'était extrêmement encadré. Tout à fait. Donc les choses ont beaucoup changé. Le métier d'avocat est un métier ancien, même s'il ne portait pas à l'origine ce terme-là, s'il n'était pas défini comme avocat. Avocat, je crois que ça intervient, il me semble que c'est le code justinien au VIe siècle. Mais avocat, c'est défendre. Et essentiellement, c'est vrai qu'on conçoit l'avocat d'abord comme le défenseur, et c'est vrai qu'on pense au droit pénal, donc à des poursuites qui s'exercent contre un individu et à la défense nécessaire qu'on a estimé être une obligation dès la Grèce antique et Rome. On parle de Cicéron. Oui, tout à fait. Voilà. Mais on voit apparaître l'avocat tel qu'on le conçoit aujourd'hui avec le code justinien. Et là, on est au VIe siècle. On ne parle pas encore du barreau, mais on parle d'une congrégation. Le barreau, ce sera beaucoup plus tard, évocation de la barre, effectivement, qui sépare l'avocat lorsqu'il s'exprime en audience du public et du juge. C'est de là que ça vient. Voilà. C'est de là que ça vient, effectivement. Donc, l'avocat, moi, quand j'ai prêté serment, il y avait des obligations qui, aujourd'hui, ne pourraient pas même, comment dirais-je, être évoquées. Ça n'est pas possible. On vous demandait, lorsque vous aviez prêté votre serment, de, bien sûr, parfaire votre connaissance par l'accomplissement d'un stage qui durait au moins 3 ans et qui pouvait durer 4 ans, auprès d'un avocat ancien qui vous recevait comme collaborateur. Mais on imposait, si vous deviez recevoir, y compris lorsque vous étiez commis d'office, des confrères, des clients, des gens que vous alliez défendre, on vous imposait de disposer d'un local dans lequel vous receviez ces gens-là, ces clients, et ce local était l'objet d'une visite domiciliaire. On contrôlait notamment qu'il n'y ait pas de canapé dans la salle d'attente. C'est vous dire. Parce qu'on pouvait penser qu'il pouvait que certains gestes pouvaient être accomplis qui n'étaient pas compatibles avec la fonction d'avocat. Avec la dignité de la fonction. Voilà. Donc, il y avait beaucoup moins d'avocats qu'il y en a aujourd'hui. Le bâtonnier Cataldi exposait que nous sommes aujourd'hui 280, je ne sais plus combien nous étions en 1965. Moi, j'ai prêté serment. 10 fois moins peut-être. Oui. Oui. Maître Cochet, vous pouvez prendre le micro. Bonjour à tous. Non, quand j'ai prêté serment après Mac Joly, il y avait 18 avocats à Chambéry. 18 avocats à Chambéry, vous vous rendez compte? Certes, il y avait des avoués au tribunal à l'époque, mais peu importe. Il y avait 18 avocats, donc c'est multiplié par 10, plus de 10. Maître Delvecchio veut réagir tout de suite à chaud. Allez-y, je vous en prie, cher maître. Oui, bonjour. Pour donner un ordre de grandeur, quand j'ai prêté serment en 2020, on était 17 la même année à prêter serment. Alors 17 à prêter serment la même année, donc sur le même territoire. Oui. D'accord, ok. Avec cette précision, c'est qu'à l'époque, quand on était avocat, on restait avocat. Et aujourd'hui, d'après les statistiques, je crois qu'il y a 50% des jeunes qui quittent le barreau dans les 3 ans de la présence de serment, c'est ça? Oui, exact. Je crois qu'il y a 50% des avocats, au niveau national. Maître Delvecchio, ça y est, le débat est engagé. Non, c'est pas autant, mais c'est vrai qu'il y a à peu près 22% des avocats qui exercent depuis moins de 10 ans qui quittent la robe. Alors parfois il y a des retours, c'est pas définitif, mais aussi parfois c'est parce que certains confrères ne peuvent pas faire autrement, comme par exemple les femmes pour des congés maternité. Bien sûr. Parce que ça n'existe pas et donc il faut qu'elles s'organisent autrement pour pouvoir ensuite reprendre la robe. Mais c'est pas autant, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. D'accord. C'est vrai qu'il y a quand même un facteur du pur. Alors puisqu'il a parlé des femmes, c'est vrai que la profession c'est aussi féminisé. Oui. À l'époque, quand on a prêté serment, Max et moi, il y avait, je crois, une femme au barreau. Une femme au barreau, maintenant, il y a plus de femmes que d'hommes. Oui, mais il faut rappeler d'ailleurs que les femmes ne sont accessibles au barreau que depuis 1900. Et la première femme qui est prêté serment en 1900.
J'ai oublié son nom, Beaujon. Oui, d'accord. Donc, ce n'est pas si ancien que cela, après tout. Et alors qu'aujourd'hui, il y a une féminisation très, très, très importante. Pourquoi, d'après vous ? Est-ce qu'il y a des raisons particulières ? Une évolution également, de la société qui s'est féminisée, c'est vrai. Mais il est vrai aussi que beaucoup de femmes quittent le barreau après avoir prêté serment et après avoir exercé pendant quelques années. D'accord. Écoutez, c'est super intéressant cette rentrée en matière de cette nouvelle émission, la Voix du Barreau. La première émission, je vous rappelle qu'on se retrouvera le premier lundi de chaque mois à partir de maintenant grâce à notre bâtonnier Daniel Cataldi. Puis on a quand même une pensée aussi pour Pierre-Luc Petit-Delclève qui nous écoute peut-être, qui a été l'initiateur de ces rencontres. Je vous propose, cher maître au pluriel, si vous le voulez bien, qu'on fasse une première pause musicale à 13h21 et on revient après peut-être pour parler un peu plus de cette profession d'avocat, des défis auxquels elle doit faire face, de l'évolution du droit aussi. On a parlé de ce droit qui s'est complexifié. Puis j'aurais peut-être une question à vous poser, à vous tous qui êtes des maîtres du barreau. Est-ce que tout est défendable ? Est-ce que toute cause est défendable ? Voilà, des questions comme ça qui vont nous mener tranquillement jusqu'à 14h. Allez. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. La Voix du Barreau, vos droits à la portée de tous avec des avocats, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. De retour avec beaucoup de joie et d'honneur dans cette première émission de La Voix du Barreau, votre nouvelle émission qui traitera du droit le premier lundi de chaque mois à 13h grâce à notre partenariat avec l'Ordre des avocats de Chambéry. Et puis j'ai toujours la chance d'avoir autour de moi Maître Benjamin Bérou, notre animateur économique. Et quand je dis ça, ça veut pas dire qu'on le paye beaucoup moins cher que les autres, c'est simplement qu'il présente l'émission d'économie Le Grand Bain de l'Écho. Maître Daniel Cataldi, grâce à qui nous sommes autour de cette table et en direct avec vous aujourd'hui. Maître Del Vecchio, qui est un jeune avocat, je crois qu'il a prêté serment en 2020, donc il nous parlera également de cette nouvelle profession, des nouvelles conceptions peut-être de la profession d'avocat. Puis Maître Joly et Maître Cochet, sommité du barreau, bien connu dans notre département et au-delà. Dans cette première émission que je qualifie volontairement d'émission zéro, avant que l'on parle vraiment des problèmes de droit qui peuvent intéresser nos familles, nos entreprises, l'évolution de cette profession d'avocat, l'histoire de cette profession d'avocat. Allez-y, cher maître, vous avez la parole. Lequel veut parler en premier ? Oui, Daniel Cataldi. Le regard, vous voyez, moi c'est une quarantaine d'années parcourues, de 1983 jusqu'à 2024. Le regard que j'ai, c'est un phénomène d'accélération des mutations juridiques, avec cette complexité dont nous parlions qui oblige les avocats à se spécialiser, c'est-à-dire maîtriser en quelque sorte une matière juridique qui est constamment en mouvement. Et ça, je le souligne, c'est un des aspects d'ailleurs qui est à l'origine bien fréquemment de facteurs de stress dont nous parlions il y a encore quelques minutes là et qui sont à l'origine, c'est vrai, d'une fatigue qui mérite d'être constamment maîtrisée parce que le métier est devenu complexe. C'est une tempête permanente, chronophage pour l'avocat. D'accord. Alors, quand on est avocat, on défend des personnes, Est-ce que tout est défendable pour vous ? Est-ce que dans vos carrières, vous avez été amené à défendre des causes indéfendables, si je puis dire, sans trahir, bien sûr, quelconque secret ou quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a des affaires ou des dossiers que vous n'avez pas voulu défendre? Est-ce qu'un avocat peut refuser de défendre? Dites-nous tout, Maître Joly, Maître Cochet, Maître Del Vecchio, vous avez la parole. Oui, on a le droit l'avocat a le droit de refuser de prendre un dossier, c'est sûr. D'accord. Après, la question, après, c'est une question de rapport avec le client. Tout est défendable pour répondre. Tout est défendable. Ouais. D'accord, oui, tout à fait. Et puis ensuite, j'ajoute même, tout mérite d'être défendu. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est la question est un peu. Oui. Donc, tout est défendable à condition d'utiliser des moyens corrects pour la défense. Ça, c'est évident. Des moyens légaux, voilà. Corrects et légaux. J'emploie le terme correct, c'est peut-être encore plus facile à comprendre pour l'auditeur.
Et puis ensuite, il faut défendre dans l'intérêt du client. On va expliquer au client que si on suit sa thèse, il n'aura pas un bon résultat. Oui, tout à fait, voilà. C'est vous qui êtes le professionnel. Nous, on peut dire au client que son dossier, tel qu'il l'expose, est indéfendable. Oui, que c'est perdu d'avance. Oui, alors, rien n'est perdu d'avance, parce que l'expérience d'avocat démontre qu'on gagne des procès qu'on doit perdre et qu'on perd des procès qu'on doit gagner. Mais bon, d'ailleurs, récemment, on a eu une conférence sur l'intelligence artificielle. C'est intéressant. Oui, tout à fait. Parce qu'on se pose beaucoup de questions, effectivement, sur aujourd'hui, la prééminence de cette intelligence artificielle qui, paraît-il, pourrait trancher des procès, etc. Bien entendu que le barreau, le monde judiciaire est contre la mécanisation de la justice, qui serait la mise en place de cette intelligence artificielle. Ceci étant dit, j'ai fait une intervention à la fin de la conférence, tu t'en rappelles, Daniel, en disant, mais après 54 ans de métier, je me demande si j'aurais pas préféré finalement être jugé sur l'ensemble de ma carrière par l'intelligence artificielle. Tant les surprises sont étonnantes dans le monde judiciaire. Voilà. Donc voilà, pour répondre à votre question, revenir au début de la question, tout est défendable. Ensuite, il faut bien défendre. Voilà. Et ensuite, effectivement, on peut être en désaccord avec le client en disant, si le client effectivement maintient sa position et que lui n'est pas d'accord qu'il ne comprend pas la position de l'avocat, il faut mieux qu'il change d'avocat. Voilà, je réponds à votre question. Mais peut-être que Max va compléter. Max, c'est Max Joly, hein. Il va compléter, oui. Moi, ce que je peux dire, effectivement, c'est que ce sont les cas les plus difficiles qui, en effet, imposent de faire l'effort de la défense, c'est-à-dire d'apporter, bien sûr, ensuite une communication aussi intime que possible avec celui qu'on va défendre lorsqu'on est en matière pénale. Ce sont ces cas-là qui justifient que l'on développe le plus d'efforts jusque pendant, vous savez que une affaire criminelle, donc on parle d'affaires les plus graves, ce sont les affaires criminelles. Ça commence par une enquête préliminaire, une information, un juge d'instruction, et puis on est renvoyé devant une cour d'assises. Et il est évident que tout cela suppose un suivi constant, avec un entretien constant avec celui qu'on défend, avec parfois, bien sûr, des remises au point qui sont nécessaires, mais on peut être amené à assister et à ne pas refuser de le faire, même si ça paraît très difficile, parfois presque impossible. On peut être amené à défendre des situations extraordinaires. Moi j'ai le cas, je crois avoir plaidé le dernier dossier dans lequel une peine de mort pouvait être prononcée, mais ne pouvait plus être appliquée, puisqu'on était après 81, après le printemps 81, donc Mitterrand avait été élu, Badinter, voilà. Donc on savait que l'abolition allait intervenir et que si une peine de mort était prononcée, il y aurait évidemment... Il y aurait grâce. Il y aurait grâce. Mais j'ai défendu, c'était devant la cour d'assises d'Annecy, un homme qui a égorgé 2 personnes qu'il avait accueillies, 2 vieillards. Et je me rappelle une particularité, enfin un détail. Il avait enfermé, c'était un couple, une vieille dame, donc dans une armoire, pendant qu'il égorgeait sur la cuvette des toilettes son mari. La vieille dame appelait son mari, il est allé la chercher, il l'a emmené par les cheveux, il dit, tu veux voir où est ton mari? Regarde, elle est là. Et il l'a égorgé à nouveau. Donc on avait écrit sur ce dossier peine de mort. Heureusement, la peine de mort était en voie d'abolition lorsque j'ai plaidé le dossier. Elle n'a d'ailleurs pas été prononcée, contrairement à ce qui se passait pratiquement dans toute la France. Lorsque la peine de mort pouvait être prononcée, on avait annoncé que l'abolition allait intervenir et on prononçait la peine de mort presque à chaque fois où elle pouvait l'être pour protester contre justement cette abolition qui était annoncée. Alors, simplement, bien sûr, nous ne sommes pas là pour parler de ce problème de peine de mort qui, de toute façon, a été aboli en France. Et quoi qu'on en dise, la France ayant signé la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si mes souvenirs de droit sont bons, en 1949, donc ce qui fait que la peine de mort, pour le moment, ne peut pas être rétablie en France. On ne peut pas la rétablir. Voilà, tout à fait, ça, il faut quand même le dire. Maître Del Vecchio. Oui, je voulais apporter une précision parce que je suppose que vous demandez si tout est défendable, vous ne parlez pas d'empiètement, vous parlez simplement de peine de Je reste assez simple, voilà. Non, mais je me doute bien que vous parlez de faits criminels qui ont été commis, comme vient de l'expliquer mon confrère Maître Joly.
Moi, j'aimerais juste apporter une nuance. C'est pas que quand on dit que tout est défendable, c'est pas l'acte en lui-même qui est défendable. À partir d'un moment, cet acte caractérise une infraction. Je pense, en tout cas, je vais parler pour moi, mais quand un avocat exerce un droit pénal, il estime que toute personne a le mérite d'être défendue. Oui. Et que l'être humain est le plus important face à tout ce qu'il aurait pu commettre, et que de toute manière, l'acte qu'il a commis ne résume pas son existence. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Je vois que vous savez bien. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que surtout, je pense qu'on a à cœur de défendre chaque être humain, et que chaque être humain a son importance, et qu'il faut jamais réduire n'importe quel acte, n'importe quel humain à l'acte qu'il a commis. Et parce que c'est jamais simple, c'est jamais noir ou blanc. Tout à fait. C'est toujours gris, il y a toujours des explications. Alors les explications, elles conviennent pas. Les raisons, elles sont acceptées, elles sont pas acceptées. Mais on est tous des êtres humains, et c'est ça aussi qui est important, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup de dossiers passer, et on voit pas, enfin, quand vous parlez d'actes défendables, est-ce que tout est défendable, on voit pas des Guy Georges, des Louis à tous les coins de rue. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que la justice, elle est quotidienne. Oui. La justice, elle intervient dans n'importe quel domaine. Il y a beaucoup d'infractions qui peuvent, pour certaines personnes, par exemple, être minimisées, telles que les conduites en état d'ivresse. Eh bien, celles-ci sont des délits. Ces infractions-là sont des délits qui sont commis le plus souvent. Bien sûr, voilà. Et en fait, c'est aussi une justice du quotidien, et interrogez un petit peu autour de vous, et vous verrez que, mine de rien, les gens qu'on connaît peuvent aussi avoir commis des infractions, et pour autant, ça reste aussi des personnes qui sont fréquentables. Pourquoi ? Parce que l'être humain est la valeur, à mon sens, qu'il faut défendre. Il est humain. Exactement. Et comme disait Onenargue, on ne peut être juste si l'on est humain. Quels sont les grands défis, cher maître, vous êtes tous les 5 à pouvoir parler, quels sont les grands défis de la profession d'avocat actuellement ? Dans ce monde qui évolue, dans ce monde où tout le monde aussi est juge, est avocat, est médecin, est docteur, enfin, où tout le monde sait tout. Quel est votre rôle encore ? Quelle est la conception du rôle d'avocat ? Et l'intervention de Maître Delvecchio nous rappelle que tout le monde devrait faire un petit peu de droit dans sa vie, et les paroles de sagesse que l'on a eues. Quels sont les grands défis de la profession d'avocat, peut-être, qui sont les mêmes depuis des décennies, et en fait, ils s'adaptent à notre situation actuelle. Maître Cochet. Oui, avant de répondre à cette question, ou pour répondre à cette question, il faut bien comprendre que le rôle de l'avocat n'est pas que pénal. On a principalement évoqué jusqu'à présent l'avocat pénaliste. Bien sûr. En fait, le barreau, quand on parle aujourd'hui du barreau, c'est très divers. On a en fait 2 types d'avocats. Il y a l'avocat, ce qu'on appelle l'avocat non judiciaire, c'est-à-dire que c'est l'avocat qui intervient auprès des tribunaux, et puis il y a l'avocat conseiller économique, l'avocat qui était avant conseiller juridique. Qui ne va pas au palais. Donc on a une grande partie, il faut bien comprendre aujourd'hui dans la profession, il y a une grande partie de la profession qui ne va pas au palais. Qui ne plaide pas. La preuve en est, c'est qu'on a aujourd'hui des avocats qui sont avocats pour les transferts de footballeurs ou les choses comme ça. Avocat de footballeur, il s'occupe des transferts, il s'occupe des intérêts des footballeurs ou des droits des sportifs, plus largement. Donc c'est des avocats on a des avocats qui font que de la formation, par exemple. Voilà, qui traitent de dossiers. Donc il faut bien comprendre aujourd'hui qu'il y a 2 types d'avocats. Il y a l'avocat judiciaire et l'avocat économique. Oui, absolument. Maître, deuxième point important, en ce qui concerne l'avocat dit économique, il exerce la plupart du temps, ces avocats exercent la profession de façon très structurée dans des cabinets qui sont importants. Pour citer les choses, je crois que le plus gros cabinet français, c'est Fidal. Il y a 2000 avocats. 2000 avocats dans le même cabinet. Il y a 80 000 avocats en France. Donc 40 000 à Paris. Pour comprendre qu'il y a une très grande concentration. Mais à Paris, il y a beaucoup d'avocats d'affaires, avocats américains, avocats anglais, etc. Ce qui explique également le nombre. Voilà. Donc je crois que c'est important de retenir 2 types d'avocats, l'avocat judiciaire et l'avocat économique. Dans l'avocat judiciaire, il faut bien comprendre que l'avocat pénaliste, peut-être que je dis faux, mais va représenter 15 à 20% des affaires à peu près. 80% des affaires, c'est du droit civil, du droit commercial et du droit social. Alors, droit civil, c'est toutes les affaires de divorce, droit de la famille, affaires de succession, affaires d'accident de la circulation et autres. Droit économique, c'est le droit commercial qui ressort du tribunal de commerce. Donc, c'est tous les conflits entre les sociétés, toutes les affaires
redressement judiciaire, liquidation judiciaire, et puis tout le volet droit social, c'est-à-dire le volet qui intéresse beaucoup de nos éditeurs, parce que chacun peut être concerné par un procès prud'homal. Bon. Oui, tout à fait. Ce qui fait que quand vous posiez tout à l'heure la question, est-ce que tout peut être défendu? Moi, j'évoquais non seulement le droit pénal, mais j'évoque également le droit prud'homal. Est-ce qu'un salarié qui a fait telle chose, est-ce qu'il faut le défendre bien qu'il ait fait telle chose? Réponse oui. Oui, bien sûr. Parce que ça mérite d'être défendu. Voilà, je veux dire, c'est beaucoup plus vaste la question. Oui, tout à fait. Que ce qu'on peut imaginer. Voilà. Oui. Donc, pour résumer, puis je laisse la parole à un de mes confrères. Donc, n'oublions pas qu'il y a deux barreaux très différents, qui d'ailleurs sont également différents dans le mode d'exercice, car l'avocat judiciaire reste un avocat plus indépendant, plus seul. Et ce qui caractérise, je crois, l'avocat judiciaire, c'est le mot défense. On défend quelqu'un. Quelle que soit la matière. On défend quelqu'un parce que il veut la garde de ses enfants. On défend quelqu'un parce qu'il a été licencié. On défend un patron parce qu'il a licencié quelqu'un, peut-être à tort, mais il doit être défendu. Voilà. Oui, d'accord. Et ce mot défense est important parce que ce mot défense va caractériser une relation extrêmement importante, très forte, entre le client et l'avocat. Avec la mission pour l'avocat de défendre. Quelle est la mission de l'avocat? C'est défendre. Voilà. C'est défendre. Hein. Voilà. Ouais. Maître Joly. Oui, ce qui est vrai, ce que dit le bâtonnier Cochet est parfaitement exact. Ce qui est vrai, c'est que lorsqu'on parle de l'avocat, on pense à l'avocat pénaliste, parce que les affaires dont on parle sont les affaires pénales, évidemment. Bien sûr. Alors que c'est une partie seulement, bien sûr, de l'activité de l'avocat. Et je pense, notamment dans les affaires, il y a l'avocat fiscaliste, qui ne va pratiquement jamais au palais de justice. Oui, tout à fait. C'est vrai. Donc l'avocat judiciaire, c'est l'avocat civil, c'est l'avocat, souvent le civil et le pénal d'ailleurs, bien sûr, s'interpénètrent. On se rend compte notamment dans le cadre des affaires de divorce ou de contentieux conjugal qu'on peut bien sûr également aboutir à des poursuites pénales, ce qui m'amène d'ailleurs à dire un mot sur l'un des éléments essentiels de l'évolution aujourd'hui du droit pénal, qui est celui des violences faites aux femmes. Oui. On parlait de la féminisation du barreau. On peut parler effectivement de ce qu'est le statut féminin que j'ai vu évoluer, moi, au cours de ces dernières décennies, de ces décennies pendant lesquelles j'ai exercé. Moi, quand j'ai prêté serment, on ne pouvait pas poursuivre un homme parce qu'il avait violé sa femme. On se serait moqué de celui de celle qui déposait une plainte, puisqu'il y avait le devoir conjugal. Oui, oui, tout à fait. Alors qu'aujourd'hui, l'homme marié qui viole sa femme, c'est une circonstance aggravante. Il y avait également quelque chose qu'on a oublié. Il peut la voler, parce qu'il n'y a pas de vol en trépoux, il faut le rappeler. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de vol en trépoux, tout à fait. Il y avait encore, jusqu'au début des années 70, quelque chose qu'on a un peu oublié, parce qu'on l'a rarement vu et évoqué. C'est l'excuse légale absolutoire. C'est-à-dire la circonstance dans laquelle, les faits étant établis, il ne pouvait pas y avoir de poursuite. Un homme marié rentrait chez lui au domicile conjugal et trouvait dans le lit conjugal son épouse avec son amant. Oui. Il s'agissait d'un chasseur, il avait un fusil à proximité chargé, il tue les deux personnes. Les deux. Et il peut téléphoner pour dire vous me débarrassez des cadavres parce que j'ai autre chose à faire aujourd'hui. C'était une excuse légale absolutoire qui n'a disparu, je crois, qu'en 1972. Oui. Ah oui, c'est extraordinaire quand on dit ça aujourd'hui. Sur le plan historique, ça paraît extraordinaire. Bien sûr. Est-ce que, justement, le plus grand défi de votre profession, cher maître, c'est pas de suivre l'évolution des mentalités de la société? Voilà. Oui. Mais bien sûr. C'est vrai que c'est le sujet est très intéressant, parce que votre question sur la possibilité de choisir ce que l'on défend ou ce que l'on ne défendrait pas, c'est la problématique du positionnement d'une activité professionnelle au regard de certaines valeurs philosophiques. Et puis aujourd'hui, c'est attirer notre attention sur des textes qui seront votés en 2025 par le Conseil de l'Europe, qui se préoccupent de protéger la profession d'avocat. Et c'est souligné à travers ces quelques mots que nous échangeons aujourd'hui, toute la dimension fondamentale d'une activité professionnelle qui doit persister, parce que si elle ne persiste pas, c'est la démocratie qui est bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Et vous voyez, la préoccupation que nous aurons dans cette émission de la Voix du barreau, périodiquement, c'est de revenir vers vous, avec vous, pour rester à proximité des auditeurs,
dans cette démarche de la vie quotidienne. Parce que nous avons la possibilité effectivement de réfléchir à des valeurs sociologiques qui évoluent constamment. Comme le disait aussi le bâtonnier Cochet, à une technicité qui rejoint aujourd'hui une modification du regard sur l'avocat pénaliste. L'avocat pénaliste n'est pas simplement l'avocat qui vient faire une activité oratoire. C'est un véritable challenge de technicité parce que le droit est devenu très complexe. Et que l'avocat a aujourd'hui dans la cité un positionnement fondamental. Si aujourd'hui Alexandre Delvecchio est avec nous pour parler de cette vie des jeunes avocats, c'est précisément pour aussi aborder dans la vie quotidienne, à travers les comparutions immédiates, les violences intrafamiliales qui sont aujourd'hui stigmatisées par l'œuvre de justice, dans le but de faire évoluer nos mentalités. C'est cette présence permanente de l'avocat, qu'il soit du côté de la partie civile ou du côté de l'auteur, pour faire en sorte que le débat dans la société alimente peut-être aussi une évolution humaine. Parce que c'est ça aussi le rôle de l'avocat. Alors, avant de faire une deuxième et dernière pause, Maître Delvecchio voulait parler, je crois, donc justement, on va lui laisser la parole. Cher Maître, vous avez la parole. Oui, je saisis la perche qui m'a été tendue par mon confrère Daniel Cataldi. Moi, pour répondre à votre question, je dirais que le plus grand défi, et je rejoins ce que disait Daniel Cataldi, c'est-à-dire que le plus grand défi pour la profession d'avocat, c'est de suivre la société. C'est-à-dire que cette société, elle évolue, et elle évolue beaucoup plus rapidement. Moi, j'ai des souvenirs de discussions avec d'anciens confrère qui expliquait, mais moi quand j'ai prêté serment, et je pense qu'on pourra témoigner ici autour de cette table, moi quand j'ai prêté serment, je recevais des courriers et il fallait saisir le stylo, écrire ce courrier, aller le poster pour ensuite répondre. Moi depuis le début de l'émission, j'ai dû recevoir au moins 6-7 mails et il y a des appels en absence. Donc en fait, on est disponible à tout moment et ça aussi, c'est une autre gestion. Il y a la gestion du temps, la gestion avec le client, la gestion de l'évolution de la société. Tout va beaucoup plus vite, donc l'avocat doit aller aussi beaucoup plus vite. Et je pense que vous pouvez interroger énormément de confrères. Tous vous diront, moi j'ai un logiciel métier, c'est-à-dire quelque chose qui me permet de correspondre, qui me permet de pré-remplir les coordonnées et ainsi de suite. Et donc c'est cette adaptation. Et le deuxième défi, je pense que c'est la légifération. Et surtout la légifération à outrance. Il y a énormément de lois qui sont votées tous les ans. Énormément. Et donc, beaucoup trop. À mon sens, c'est surtout parfois pour juste dire qu'on fait le travail. Mais moi, je pense qu'il y a aussi l'avocat, à mon sens, et c'est que mon avis, mais ne peut exister que dans la spécialisation à l'avenir. J'ai des souvenirs de cours de droit où, quand j'étais à l'école des avocats, on me disait, moi, quand j'ai prêté serment, le code civil, il faisait cette taille-là. Le code civil, il fait cette taille-là. Et puis, il y a à peu près une quarantaine d'autres codes qui font cette taille-là. Oui, tout à fait. Il y a énormément de lois, énormément de choses à savoir. Et je pense que déjà, moi, je n'interviens qu'en droit pénal. Je ne fais que ça. Je pense que n'intervenir que dans une matière et se spécialiser en droit pénal, le droit pénal, c'est énorme, c'est large. Il y a le droit pénal, il y a avant le procès, pendant le procès, il y a l'application des peines, il y a énormément de choses à savoir. Et je pense que toutes les matières sont identiques. La défense des victimes et tout, quoi. La défense des victimes, il y a, comme on expliquait, mais aussi, par exemple, ça peut avoir un écho sur d'autres professions que la nôtre, mais par exemple les policiers, les magistrats, c'est-à-dire toutes les procédures qui doivent être respectées pendant les actes d'enquête. Mais je pense que le parallèle peut être trouvé dans toutes les matières. Bien sûr. Et je pense que c'est ces deux adaptations, à la loi et à la société. Bien sûr, qui sont les deux plus grands défis de l'avocat. Tout à fait d'accord. Si vous le voulez bien, on va marquer la deuxième pause musicale. Merci à toutes celles et ceux qui nous envoient des messages en direct. Christine, notamment notre Christine Sainte-Anne, que vous retrouverez jeudi à 12h15 pour Osons la philo. On va marquer la deuxième pause musicale et on revient pour conclure déjà cette première émission de La Voix du Barreau. Au cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. La Voix du Barreau. Vos droits à la portée de tous avec des avocats. C'est maintenant sur Radio Grand Lac. Et à 13h50, toujours en direct sur le 92 points, radiograndlac.com, sur notre appli 100% gratuite. C'est déjà la fin de cette première émission mensuelle de La Voix du Barreau, une émission en partenariat avec l'Ordre des avocats de la Cour d'appel de Chambéry, grâce à l'engagement de son bâtonnier aimé et adoré Daniel Cataldi, qui nous fait l'honneur d'être là, grâce à Maître Benjamin Béroux, que vous retrouverez le jeudi 16 janvier de 18h pour sa prochaine émission du Grand Bain de l'Écho, grâce à des jeunes avocats
permettez-moi de conserver ce terme jeune pour Maître Del Vecchio, puis grâce à deux sommités qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, qui donnent un crédit tout particulier à cette émission, Maître Max Joly et Maître François Cochet. On a donc survolé un peu, parce qu'en une heure on peut pas aller plus loin. On rappellera quand même que les prochaines émissions seront sur un thème particulier, hein. Daniel, avec des avocats qui viendront traiter. Oui. Voilà, on vous annoncera bien sûr le thème sur les réseaux sociaux. Mais là, donc, on va finir cette émission un petit peu plus large en parlant de la profession d'avocat, cette profession que vous aimez, que pour certains vous accomplissez depuis plusieurs décennies. Quelles sont les compétences pour être un bon avocat, et pourquoi on s'engage encore maintenant? Alors à la faculté de droit, d'accord, mais il y a tellement de possibilités. Pourquoi est-ce qu'on s'engage encore à être avocat en 2025 ou en 2020 comme vous, Maître Del Vecchio? Qui peut nous parler des compétences de l'avocat? Les compétences. Des compétences humaines. Alors, compétences techniques d'abord, hein, parce qu'à partir du 1er janvier de cette année, l'accès à la profession exige d'être titulaire d'un Master 2. D'accord. Alors, 5 années d'études après le bac, 18 mois d'études en école d'avocat, et ensuite donc la prestation de serment. Donc, ce qui représente quand même un parcours largement significatif des préoccupations aujourd'hui pour accéder à cette profession. Vous voyez, j'allais dire à ce métier. Je suis plus nuancé en disant cette profession, parce que ce que j'ai toujours ressenti avec les confrères qui m'accompagnent aujourd'hui, encore plus, parlez bien dans le micro, plus fortement, hein, nos deux anciens ont marqué le barreau de Chambéry par un engagement passionnel. Oui. Passionné. C'est véritablement ce que j'ai toujours ressenti, tout à fait. Et vous voyez, quand François Cochet vient rappeler que le barreau a une diversité extraordinaire, il n'y a pas simplement les avocats pénalistes. Il y a des avocats qui font du droit des affaires. Oui. Ce barreau-là, il est fondamental aujourd'hui. Parce que c'est une puissance économique au service d'une activité d'entrepreneurs, d'artisans, qui mérite qu'on souligne aujourd'hui le rôle fondamental qu'il occupe. Les avocats qui sont là pour quotidiennement répondre à des préoccupations familiales. Les avocats qui œuvrent pour le droit des mineurs. Vous voyez cette diversité permanente qui fait que sur le terrain de l'humain et sur le terrain de l'économie, nous avons heureusement dans cette activité professionnelle des gens qui permettent d'apporter des réponses à toute forme de préoccupation. Oui. Et je crois que, vous voyez, les émissions qui interviendront chaque mois à partir du mois de février. Donc, chaque premier lundi du mois à 13h. Hein. Vous voyez, les permis de construire. Oui. Contentieux des permis de construire. Les accidents de ski. On vous en parlera aussi. Bien sûr. On va rester très pragmatique, parce que l'avocat, c'est quelqu'un qui est dans votre proximité. Et ça, je tiens absolument à le souligner, hein, de façon à ce qu'il n'y ait plus ce barrage sacramentel, en quelque sorte. Frapper à la porte d'un cabinet d'avocats, c'est aller chercher une réponse, et en général, elles y sont. Un conseil. Ce que je tiens aussi à dire, c'est, vous voyez, l'évolution de notre profession, le conseil. Oui, le conseil dans le choix de l'orientation d'un conflit. La recherche de solutions médianes, médiatrices, médiatisées. Vous voyez, c'est aussi une culture nouvelle que les avocats s'infligent depuis quelques années, hein, de faire en sorte d'aller chercher la solution la plus simple. D'accord. Maître Del Vecchio, vous avez prêté serment en 2020. On parlait du nombre grandissant d'avocats, puisque 280 à Chambéry, 80 000 en France, et il y a malgré tout encore des personnes comme vous qui s'engagent dans cette profession qui est peut-être un petit peu bouchée ou pas du tout, non? Dites-nous tout là-dessus. Alors, de toute manière, si vous écoutez ce qu'on vous dit, il y a trop d'avocats, il y a plus de place, tout ça, à mon sens, c'est faux. C'est-à-dire que, comme dans tous les métiers, à partir du moment où on est investi, sérieux et rigoureux, il y a de la place pour tout le monde. Moi, je pense qu'il faut aller prêter serment, il faut s'investir dans les études de droit si on veut devenir avocat. Les compétences, moi je serais bien en peine de vous dire quelles compétences il faut y avoir, parce qu'en fait il peut y avoir autant de compétences, il y a autant
d'avocats qu'il y a de domaines, enfin autant de manières d'exercer qu'il y a d'avocats. Donc moi, je pourrais vous dire ce qui, à moi, me semble être les compétences requises pour être avocat en droit pénal. Travailler dans l'urgence, être rigoureux, bien lire tous les procès-verbaux, savoir réagir en tout temps, parce qu'en fait, on peut être appelé la veille à 22h pour comparaître le lendemain à 14h et il va falloir préparer le dossier, rencontrer le client et ainsi de suite. Vous dire la compétence d'un avocat en droit des affaires, moi je saurais pas vous le dire. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'il faut en tout cas ne pas écouter, s'investir, étudier, parce que effectivement, en première année de droit, on vous dit le droit, c'est pas du par cœur. C'est pas que du par cœur. C'est-à-dire qu'il y a une bonne dose de texte qu'il va falloir comprendre, le mécanisme du droit qu'il va falloir intégrer. Mais on est beaucoup d'avocats à vouloir prêter serment et le domaine, pour donner un ordre d'idée, on est à peu près 280 avocats, on est à peu près 800 000, je crois, à Chambéry. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour avoir tout avocat qui intervienne pour plein de personnes. Et c'est aussi une manière aussi de gérer la profession d'avocat. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 36% qui sont indépendants et 30% associés et 30% collaborateurs qui travaillent pour ces associés-là. À partir du moment où il y a beaucoup d'avocats indépendants et qui travailleront chacun pour leur compte, parce que c'est initialement comme ça que devait travailler l'avocat, et bien en fait, ça fera de la place pour tout le monde. Et en fait, c'est aussi ça. C'est-à-dire que la collaboration amène à ramener beaucoup de dossiers à l'associé. Tandis que quand on est indépendant, et s'il y a beaucoup d'indépendants, eh bien, les clients vont vers chaque indépendant. Il est 13h58, tout juste à l'horloge de Radio Grand Lac. On aurait pu continuer, cher Benjamin, encore longtemps, mais il va falloir qu'on rende l'antenne peut-être chacun l'un après l'autre. Est-ce que vous avez encore un mot à dire sur cette profession d'avocat, sur votre carrière d'avocat, sur ce que vous pensez, sur l'avenir, en quelques secondes chacun? Benjamin Bérou. Oui, moi je voudrais simplement dire que j'exerce la profession d'avocat depuis 25 ans et que j'ai eu le bonheur de la débuter avec François Cochet, qui a été mon maître de stage et qui m'a permis de découvrir la profession de manière absolument extraordinaire, puisque il y a 25 ans, on allait plaider à peu près dans toutes les juridictions de France et de Navarre. Alors moi j'ai eu la chance, le bonheur de plaider devant tous les conseils de prud'homme, les cours d'appel, avec des dossiers qui étaient favorables, d'autres non. Et je crois que c'est comme ça qu'on apprend effectivement l'exercice de la profession. C'est-à-dire qu'on l'apprend en étant à la fois un stratège, c'est-à-dire quelqu'un qui va définir une ligne de conduite, une ligne à tenir pour essayer de convaincre un juge. Et puis il y a des dossiers qui sont effectivement perdables et qu'on gagne, et d'autres inversement qui devraient pas être gagnés mais qui devraient être gagnés mais qui sont perdus. Et puis je voulais insister aussi, oui, il y a de la place pour de nouveaux confrères, et je crois qu'il n'y a pas de limite entre guillemets. La difficulté, c'est aujourd'hui d'arriver à trouver son chemin, c'est-à-dire de se spécialiser. En effet, on voit par exemple, je vais prendre deux matières qui sont assez peu pratiquées, vite, et qui sont le droit d'urbanisme et le droit fiscal, qui nécessitent une grande technicité. Il y a encore assez peu de confrères finalement qui interviennent dans ces matières et qui sont indispensables dans le quotidien. Et puis la dernière chose que je voulais souligner, c'est l'importance évidemment du rapport entre le client et son avocat. C'est un rapport humain, une relation humaine, et c'est véritablement un des marqueurs de notre profession. C'est notre ADN que d'être proche du client et de le conseiller, de le diriger vers ce qui est le mieux pour lui, et le mieux pour lui, c'est pas forcément ce qui est le mieux pour l'avocat, naturellement. Oui, tout à fait, mais c'est pour le client. Maître Cochet, un mot un mot pour terminer ce que vient de dire Benjamin Bérou. Je dirais aux auditeurs que la porte de l'avocat vous est ouverte. Si vous avez la moindre difficulté, même s'il n'y a pas de litige réel, né, si vous avez un souci ou quoi que ce soit, je crois que aller consulter un avocat, quelle qu'en soit la matière, ça peut être que bénéfique. Voilà, il peut vous donner un bon conseil. Avec ayez bien cette idée en tête, c'est qu'aujourd'hui, pour l'avocat, c'est pas le procès qui est la seule solution. Toutes les solutions aujourd'hui tout à fait. de médiation, etc., les médiations, sont très importantes. Voilà. Donc n'ayez pas peur d'aller voir l'avocat. Voilà ce que je dirais. Merci, Maître Cochet. Maître Delvecchio, un petit mot. Oui, je rebondirai sur ce qu'a dit mon confrère Maître Cochet. C'est vrai que n'hésitez pas. Il faut aller voir un avocat, parce que Internet, c'est un très bel outil, à condition qu'on sache l'utiliser.
on peut trouver plein de choses. Et parfois, on peut trouver des choses fausses. Et on pense comprendre, mais s'il y a des études et des spécialistes, c'est aussi pour ça. Même si parfois, on pense avoir raison et se dire que la solution, comme l'a dit Emmett Cochet, c'est le procès, eh bien non, il existe plein de choses. D'autres alternatives, et je pense que c'est important d'avoir ça à l'esprit. Maître Max Joly, vous qui avez une carrière phénoménale, si je puis dire, dans le monde du droit, quelques mots en conclusion. Une carrière dense, disons ça, je l'accepte bien volontiers, qui m'a amené à, je le disais, plaider dans toute la France. En matière pénale, j'ai entendu ce qui a été dit, et je partage bien sûr les points de vue qui ont été exprimés, la nécessité avant le procès, de l'analyse micrométrique de la situation, de chaque dossier, mais le procès pénal se termine toujours, lorsqu'il a suivi un cours normal et qu'il n'y a pas de non-lieu, lorsqu'il est renvoyé devant une juridiction, il se termine devant cette juridiction. Et j'insiste sur la nécessité de sauvegarder tout de même ce qu'il y a d'important dans ce dernier instant, celui de la défense. Et on parle de l'intelligence artificielle, je pense, et j'évoquais il y a un moment l'éloquence, il y a encore cette faculté de convaincre. Oui, de convaincre. Et cette faculté de convaincre, elle demande beaucoup de réflexion et certainement beaucoup d'études sur soi-même. Il y a l'éloquence, il y a la voix, mais il y a le texte, il y a l'analyse du dossier et la façon de communiquer tout cela. De façon, j'ai eu un grand maître qui était maître Ambre de Lyon, qui me disait: vous devez séduire votre auditoire. Séduire votre auditoire. Et il y a des moments où vous sentez que cette séduction intervient, et il y a une communication extraordinaire qui intervient, et là, vous savez que vous aurez un bon résultat. Merci pour tous ces mots. Daniel Cataldi, pour conclure, monsieur le bâtonnier. Brièvement, c'est avec un regard optimiste que je vais revenir, ou que nous reviendrons. La voix du barreau fait une fois chaque début de mois. Oui, tout à fait, le premier lundi du mois. J'espère que les confrères... Je n'ai pas la date de... 3 février, me semble-t-il, l'avoir mémorisé. D'accord. Et que nous serons nombreux à écouter les confrères qui viendront nous faire un exposé, semble-t-il, sur les accidents de ski. Tout à fait. Merci en tout cas à vous tous d'avoir été là pour cette première émission. Merci aux avocats qui vont venir dans les prochaines émissions. Merci pour l'ordre des avocats du barreau de Chambéry de cet engagement aux côtés de Radio Grand Lac. 17h, ce sera grandiose avec Sonia. 18h, c'est local et c'est bon avec Eve et Françoise. Puis pour conclure cette émission, permettez-moi un mot un peu plus personnel. Moi qui ai quitté les facultés de droit il y a 25 ans, j'ai de grandes pensées pour tous mes professeurs de droit et notamment pour le doyen Kianea, qui a été mon directeur de thèse en histoire du droit il y a un peu plus de 25 ans, et je pense qu'il serait heureux de me voir là aujourd'hui. Merci, bon après-midi sur Radio Grand Lac, à bientôt. Radio Grand Lac.